Ici et maintenant. Ici et maintenant. C'est ici. C'est maintenant. Sur 95. C'est ici. C'est maintenant. C'est ici, c'est maintenant. C'est maintenant. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors c'était le 1er mai, encore une fois, et toutes mes félicitations pour les travailleurs, puisque nous sommes toutes et tous des travailleurs, on travaille. N'importe quoi qu'on fait, on est travailleurs, on travaille, et c'est notre fête. Pour ce, permettez-moi de vous féliciter, mes chers amis, pour une fête de travail. Alors, qu'est-ce qu'on va faire et de quoi on va parler, mes chers amis? C'est à vous de nous dire. Seulement quelques jours. Il ne reste que quelques jours. Dimanche prochain, 7 mai, deuxième tour des élections présidentielles et le carnaval, festivités, et la fête va se terminer dimanche soir juste à 20h. C'est on peut dire festivités, des carnavals. Chaque fois quand il y a des élections présidentielles, c'est comme vous êtes en train de regarder des films de suspense. On vous prépare bien le coup. Pendant quelques mois, nous sommes bien occupés, bien agir, à droite, à gauche, dans le métro, dans le taxi, n'importe où. On parle, et on discute, et patati. Mais combien votre vote, ça peut être utile, c'est ça qui est très important. Et la volonté de chaque individu, de chaque citoyen, combien peut être décisive dans les élections, c'est ça qui est important. Alors, cette fois-ci, encore une fois, vous savez, ça sera le coup pour chaque élection de maintenant. Il y a le coup de Front National qui va avoir des succès et des concurrences et, comme vous pouvez constater, dans le champ politique, médiatique, tout ce que vous pouvez voir là, actuellement. Et vous savez, le 25 avril, c'est-à-dire il y a déjà 6 jours exactement, Marine Le Pen était sur TF1. Et sur TF1, elle a annoncé, elle a dit, et ça c'était la dernière fois, mais ce n'était pas la première fois. Elle avait dit plusieurs fois que je ne suis pas candidat de Front National. Front National me soutient. Ça, déjà, elle a dit en plusieurs reprises. Déjà, c'est une question. Est-ce que les électeurs de Front National, ils pensent comme elle? C'est-à-dire, si Front National n'existait pas, Madame Marine Le Pen pouvait exister. L'existence de Madame Le Pen, c'est grâce à Front National. Alors, elle-même, il y a déjà 6 jours, parce que quand elle dit ça, c'est-à-dire elle-même, c'est mon avis, vous pouvez vous exprimer également. Quand elle dit ça, c'est-à-dire elle-même, elle n'aime pas, ou peut-être elle a honte de dire qu'elle est candidate de Front National. Et ça, c'est un peu bizarre, malheureusement. C'est un peu bizarre. Pour quelqu'un qui va gouverner la France et la partie politique qui le soutient, qui investit en faveur d'elle, elle dit
que je ne suis pas candidate de Front National. Ça, c'est grave. Pour quelqu'un qui regarde de proche ou de loin l'actualité, cet propos de la part de quelqu'un qui va devenir président d'un pays assez fort, assez grand, assez historique, comme la France, ça va pas. Ça va pas. Il faut être fier de ce qu'on est. Toujours, il faut être fier de ce qu'on est. Il devait être fier de son père d'abord. Son père l'a pardonné, mais vous avez pu constater le conflit qui était entre les deux. La fille contre papa. Ça arrive, mais pas tellement grave qui était passé. Même, ils étaient obligés d'aller devant les tribunaux. Alors ça, c'est déjà une question. Et deuxièmement, malgré tout ça, toute cette propagande, et malgré toutes les contestations qu'il y avait et qu'il y a pour Emmanuel Macron, jusqu'à aujourd'hui, encore au moins de 6 jours, pour le deuxième tour, vous n'avez pas de grandes personnalités ralliées à Mme Le Pen. Une seule personne seulement. Nicolas Dupont-Aignan. Seulement ce monsieur-là. Une seule personne, une seule personnalité. Et même depuis, vous êtes témoin, vous pouvez constater à droite à gauche comment on est en train de l'attaquer. Trahison, honte, insulte, etc., pour M. Nicolas Dupont-Aignan. Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abbassi en direct sur l'antenne d'Ici et Maintenant 95.2 FM. Le temps qui passe. Le temps qui passe, c'est les samedis qui viennent, les lundis qui viennent, les dimanches qui s'en vont. Alors, franchement, par exemple, tout à l'heure, je ne savais pas que c'était lundi, c'était le jour férié. Je ne savais pas que c'était lundi encore, je devais être avec vous. Alors, tout d'un coup, ça y est. Vous savez, le temps passe tellement vite, pas seulement les jours, les mois, les années, et les siècles. Moi et vous, comme si vous avez, plutôt 18 ans, nous pouvons être fiers de vivre dans 2 siècles. Ça, c'est un avantage de Dieu que beaucoup de gens ne l'ont pas vécu. Et voir 2 siècles, 20e siècle et 21e siècle. Et quel changement! Quel changement, franchement! Ce n'est pas seulement du 20e siècle vers le 21e siècle. Seulement imaginez-vous, depuis 1980, on va prendre dans les années 80. Et les années 80, où est-ce qu'on était? Et où est-ce qu'on est aujourd'hui? Numérique. Vous le connaissez, numérique? Personne ne peut pas dire qu'il connaît le numérique. Personne. Même des grands champions de numérique ne peuvent pas dire ça. Pour moi, David Abbassi, moi je pense que le numérique, c'est comme le Dieu. Numérique, c'est comme l'homme. L'homme. Connaissez-vous Dr Alexis Carrel, français, psychologue, Dr Alexis Carrel. J'étais petit, tout petit. J'avais 12 ans quand j'ai lu son bouquin, L'homme inconnu. L'homme inconnu. Jusqu'à aujourd'hui, avec tous les progrès que l'homme avait sur Terre, de la création de Mésopotamie, pyramides de l'Égypte, ou toutes les grandes civilisations qui sont venues, qui sont parties, et surtout numérique d'aujourd'hui. On a tout fait, mais jamais nous n'avons pas pu dire qui est le Dieu et qui est l'homme.
de phénomènes inconnus. Alors, aujourd'hui, ici et maintenant, on peut dire numérique, un phénomène vraiment inconnu. Un vaste océan de l'intelligence que jamais personne ne peut pas dire qu'il connaît tout. Vous savez, grâce à Didier, depuis 1994, moi aussi, je connais le numérique, enfin, voilà. Depuis, on a vu toutes les nouveautés. Et bien sûr, j'ai vu beaucoup de techniciens, beaucoup de personnes intelligentes dans ce domaine. Mais de temps en temps, ces gens qui étaient tellement intelligents, qui créaient des choses, qui pouvaient suivre des choses, quand il y avait un tout petit problème informatique, ils n'arrivaient pas à le résoudre. Tout petit, hein, c'était tout petit. Ils n'arrivaient pas. Et à ce jour, c'est comme ça. C'est-à-dire, dans certains domaines, on peut être le numéro 1, le champion, mais puisque le domaine est très vague, est très large, est très grand, numérique va rester inconnu. Alors c'est pour ça que nous devons être fiers de vécu 2 siècles de fax, Minitel, avant c'était l'ordinateur, enfin, et maintenant, numérique que vous voyez aujourd'hui. Moi, je me rappelle dans les années 70 aussi, dans notre hôtel, on avait CNR, l'appareil appareil américain. Ce n'était pas ni un ordinateur, ni une calculatrice intelligente. Non, c'était un petit appareil qui, dans un hôtel, comme vous aviez plusieurs points de vente et plusieurs points de facturation, par exemple restaurant, café, laverie, réception, on disait, voilà, voiture, location de voiture. Tout ça, vous pouvez entrer dans cette, soi-disant, l'appareil, et cet appareil vous donner une facture totale pour chaque passager, pour chaque client de l'hôtel. Et chaque fois, quand à la fin de soirée, vous voulez résoudre et sortir le bilan de la journée, s'il y avait 1 euro, même pas 1 euro, 1 centime de faute ou erreur que vous avez commis, vous ne pouvez pas fermer la caisse. La caisse ne fermait pas. Et l'appareil réclamait de trouver la faute et le rectifier. C'est-à-dire, il y avait 1 centime pour M. Dupont, vous l'avez mis sur le compte de M. Cohen. Ça ne marchait pas. Vous deviez trouver où il y a cette faute. Ça, c'est un ordinateur, on peut dire, quelque chose dans les années 70, qui est des grands hôtels à l'époque. C'est-à-dire, il n'y avait pas, tous les hôtels non plus n'avaient pas ça. Ils avaient ça. Mais quand vous imaginez de cet appareil jusqu'à la révolution du numérique que vous voyez aujourd'hui, c'est impensable. Tout ça, je vous ai dit, vous savez, ce n'est pas seulement pour vous dire que numérique comme l'homme, comme le Dieu, phénomène inconnu. Je vais vous dire qu'actuellement, dans la plupart des pays, la plupart des choses, c'est géré, c'est compté par numérique. Comment ça se fait que vous finissez à voter à 19h et à 20h, seulement à 20h, un pays avec 70 millions d'habitants, environ plus de 40 millions de votants, personnes qui votent, tout de suite on peut sortir le résultat presque définitif. C'est grâce à numérique. Alors ici aussi, je vais vous poser une question. Parce que j'ai entendu des choses. J'ai regardé sur certains sites internet, j'ai vu des choses, qu'ils soient aux États-Unis ou dans les autres pays. N'oubliez pas, dans les pays printemps arabe, les élections à droite à gauche, l'Europe de l'Ouest et tout ça, quand on parlait sur certains points qui existaient. Alors, est-ce qu'on peut faire des fautes? Si on peut faire des fautes, comment on peut l'éviter de ne pas faire des fautes? Et si c'est la faute fait et on a passé, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'était une question que je l'ai vue, encore on peut dire, sur le numérique, que ce soit sur l'Internet. Vous savez, Internet, actuellement, vous avez plusieurs portails.
plusieurs possibilités, plusieurs tribunes libres. Et de temps en temps, ça vous fait réfléchir un peu. Pourquoi? Puisque vous trouvez des choses de temps en temps intéressantes et de temps en temps mensongères, etc., etc. Par exemple, cet après-midi, c'est seulement cet après-midi que j'ai compris une petite blague, plaisanterie qu'on avait fait à l'époque avec Obama et la femme de M. Trump. Le jour que Trump il est entré à la Maison-Blanche, on a montré une photo comme quoi Obama il est en train d'accueillir famille Trump, mais il a mis sa main sur le fesse de Madame Trump. La main était là, cette photo, peut-être vous l'avez vu, partout, c'était diffusé. Mais je crois que même M. Trump, et quand il a vu cette photo, il n'a pas douté que c'était vrai et que Obama il a fait ça. Même Obama peut-être, puisqu'il ne voyait pas, lui il a mis la main, mais il ne savait pas, mais peut-être qu'il savait. Peut-être quand il voyait la photo, il ne savait pas, est-ce que c'est vrai, il a mis la main là-bas ou non? Alors cette photo était truquée. Était tellement bien truquée, et cet après-midi j'ai compris ça. J'ai vu ça. Alors c'est des trucages comme ce qu'on peut faire. Comme on a créé quelqu'un, je ne sais pas si vous le savez ou non, à l'image, au nom de David Abbassi, moi, M. Abbassi, il est déjà une quinzaine d'années, 16, 17, 15 ans, ça passe. Ça, c'est un maître des terroristes de Hezbollah, et il a pris mon nom, et ils ont fait une propagande mondiale que beaucoup de services ne savaient pas que ça n'était pas moi. Beaucoup. Personne. Imaginez que vous, que même une partie de ma famille pensait que ça, c'était moi. Alors, des trucages comme ça qu'on fait, seulement le nom est la même chose, il est célèbre, et de l'autre côté, c'est un terroriste. C'est quelqu'un qui est fier d'être terroriste. Et son nom n'était pas Abbassi, on avait emprunté le nom Abbassi, et on a fait énormément de publicité. À l'époque, vous ouvrez n'importe quel média national, international, perse, je vous dis, vous voyez ce monsieur-là qui est en train de parler, et Docteur Abbassi, alors, même mon oncle, une dizaine de personnes de ma famille, ils pensaient que c'était moi. Et pour beaucoup des amis, même, voilà, je vais être encore clair, c'est-à-dire ce truc est tellement marché que même janvier 2017, à partir des États-Unis, un monsieur qui est porte-parole de, lui-même il dit, enfin, vous savez, 38 partis politiques. 38 partis politiques, c'est-à-dire 38 associations avec une seule personne dedans, mais il était patron de 38. Et lui-même, encore, il a fait une émission à la télévision et il a confondu mon nom. Et moi-même, que je suis à Paris, j'ai un autre surnom, Avesta, c'est mon surnom perse, Avesta. Il a dit, voilà, Abbassi, c'est Avesta, et lui, il a fait une proposition à Trump, patati patata. On avait eu des échanges avec Trump, mais ce que lui, il disait, c'était mensonger. C'était l'autre Abbassi qui est conseiller de Ali Khamenei, et il est en Iran. C'est-à-dire, c'est grâce au numérique qu'ils ont pu lancer ça, et même jusqu'à aujourd'hui, et ce monsieur, ce n'est pas n'importe qui, il a 95 ans, et en plus, il me connaît tellement bien. Plusieurs fois, il est venu ici à Paris, il était mon invité, et c'est un ancien ministre de l'Intérieur, puisque c'est un agent, ancien ministre de l'Intérieur de l'époque de Shah d'Iran. Alors, puisqu'il était ancien ministre, c'est un agent. Il travaille toujours, vous savez, quelqu'un qui est agent, il travaille. Il travaille pour tout le monde. Moi, je ne pense pas qu'il se trompait. Moi, je pense qu'il était encore dans le coup pour salir le visage de David Abbassi. Mais seulement après que le bureau de Trump, parce que vous savez, Donald Trump, il a deux grands conseillers perses et persophones. Une fois qu'ils ont pris contact avec lui, il était obligé de dire la vérité, il a présenté ses excuses, etc., etc. Il a eu peur d'aller en prison, je ne sais pas quoi, voilà. Mais, vous voyez, c'est question de numérique. On lance des choses, et quand on lance des choses, si vous voulez rectifier, récupérer pour modifier, et tout ça, c'est déjà trop tard.
C'est déjà trop tard. Alors, aujourd'hui, vous pouvez constater, dès le premier tour, il y avait beaucoup de ralliements. Emmanuel Macron, qu'il soit des sénateurs, des ministres, des députés, des élus nationaux et tout ça. Alors on disait, mais de l'autre côté, après le deuxième tour, seulement une seule personne ralliée à Mme Le Pen. Et cette personne-là aussi, vous avez pu constater. Moi, je crois qu'avant, on disait le sondage 70% Macron le 7 mai, et 30% de Mme Le Pen, mais maintenant je crois que ça peut arriver à 40 et 60. Alors nous sommes lundi, 1er mai, 40 et 60%, et Macron va prendre la reine de la France. Mais qu'est-ce que ça va passer après pour le législatif, pour d'autres choses, parce que le Front National est devenu une force nationale, et cette force nationale, est-ce que toujours on peut faire ça, ou peut-être, parce que n'oubliez pas, la direction de chaque parti, de chaque bureau, de chaque candidat, aussi tout ce qu'il fait, c'est très important, puisque Mme Le Pen, moi, c'est mon avis, je pense qu'elle n'a pas pu bien gérer un parti politique qui va devenir président. Déjà, le problème a commencé avec son père et après avec la nièce, Marion Maréchal Le Pen. Cette jeune fille, ce qu'on a fait avec elle, ce n'était pas juste ni correct. Sa tante, elle fait des choses contre une personne de sa famille, après son père, sa nièce. Ça, imaginez-vous, on peut tout dire, on peut parler pendant 5 heures, 6 heures et dire des belles choses, mais dès qu'on voit en réalité, elle ne peut pas supporter ni son père, ni sa nièce, surtout que moi, je le trouve, Marion Maréchal Le Pen, est très courageux et brillant. C'est-à-dire, si après cet échec de 7 mai, vous allez être sûr et certain que ça sera un échec, mais de l'autre côté, Front National, c'est une force maintenant, force nationale. Elle ne peut pas continuer avec Mme Marion Le Pen. Je crois que c'est la fille. Elle n'est pas concurrence. En plus, chaque fois quand elle parle, elle est très aimable, gentille. Elle essaie de ne pas dire des mots agressifs envers Tata. Alors, Marion Maréchal Le Pen, on va voir ce qui va passer. Parce qu'avec elle, je crois, c'est-à-dire si cette jeune fille, être jeune, ce n'est pas très important. Important, c'est très très bien. Un des succès d'Emmanuel Macron, c'est la jeunesse, et puisqu'il est jeune aussi. Puisqu'il est jeune. La jeunesse d'aujourd'hui, il veut quelqu'un qui tout comprend. Regardez comment lui-même seulement, il utilise le numérique en faveur de cette campagne électorale. Alors, là aussi, si ça sera un remplacement, parce que comme elle a dit, Mme Le Pen, si elle ne gagne pas, elle va abandonner la politique. Alors, si elle abandonne et Marion Maréchal Le Pen prend la place, moi, je pense que beaucoup de choses vont changer, on ne sait jamais. Peut-être d'ici 5 ans, en 2012, elle pouvait devenir président de la République française. Voilà, mes chers amis. Vous, que pensez-vous? Let's go. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par Internet, ici-et-maintenant.com. Des informations que vous pensez les autres ne l'ont pas, partagez-le avec les autres. Soyez conscients. Pour la plupart des fois, certaines petites ou grandes informations que vous l'avez trouvées n'importe où, les autres ne l'ont pas. Ne pensez pas que tout le monde va chercher même la même information que vous. Et ça, vous pouvez le partager avec les autres. Cet partage, ça fait qu'on échange, on échange et on apprend des choses. N'oubliez pas que chaque fois qu'on apprend des choses nouvelles, et cette nouveauté peut changer
la tête de chaque individu aussi. Imaginez-vous combien de personnes ont changé de camp, de pensée. Enfin, je ne parle pas des opportunistes, non. Des gens sages, intelligents, des gens rationnels, qui ne sont pas dogmatiques, qui ne sont pas intégristes, qui ne sont pas, soi-disant, les hommes qui ne veulent rien changer dans leur vie, ni dans leur pensée. L'individu, c'est comme à l'école, vous voyez, quand on est au primaire, on apprend certaines choses, mais nous ne sommes pas capables, le cerveau n'est pas capable d'apprendre des choses qu'on va apprendre au lycée ou à l'université. Et l'homme aussi est comme ça. De temps en temps, même quand on a dépassé le 40, 50, 60 ans, on découvre des choses très intéressantes. Et cette radio donne cet avantage, depuis toujours, à tout le monde. Imaginez-vous, la plupart des fois, quand on prend le taxi, on voit que monsieur ou madame, le chauffeur de taxi, elle connaît la radio ici maintenant. Puisqu'ils disent que la nuit, il passe le temps avec radio ici maintenant. Je me rappelle à l'époque, il y avait, une fois qu'on a fait une petite manifestation, il y avait une centaine de chauffeurs de taxi qui sont venus devancer ça à l'époque. Et ça, de toute façon, ici maintenant, aujourd'hui aussi, je vous ai dit, c'est votre radio. Vous pouvez intervenir, préparer vos textes, préparer vos interventions, et même passer la fréquence aux amis. Posez-leur la question. S'ils ne connaissent pas, vous devez les informer de notre fréquence. Imaginez-vous que maintenant, même avec votre téléphone portable, c'est pas la peine d'avoir FM, parce que pour la plupart des fois, je sais, avec le progrès de numérique, nous n'avons plus de FM, radio FM dans la poche, ou je ne sais pas où. Mais par contre, avec un smartphone aussi, radio ici maintenant, ou sur l'internet ici-maintenant.com, très très facilement, vous pouvez l'écouter. Alors, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20 si vous avez des choses à nous dire. Dimanche prochain, nous aurons 4 catégories de gens pour voter. Il y aurait première catégorie qui vont choisir un des deux, ou Madame Le Pen ou Monsieur Macron, c'est-à-dire première catégorie et deuxième catégorie, ça fait un des deux candidats. Et troisième catégorie, ça serait les gens qui vont voter blanc. Vote blanc, c'est très important, cette fois-ci, je pense. Vote blanc, c'est très important. Et quatrième catégorie, ça serait l'abstention. L'abstention a toujours existé, et cette fois-ci aussi, l'abstention, une partie des gens vont hésiter d'aller voter. Et voilà. Avec tout ça, qu'en pensez-vous? Combien de pourcents vous donnez à Le Pen? Combien de pourcents vous donnez à Macron? Et vous pensez l'abstention, ça serait énorme? Et vous pensez les gens, vraiment, le peuple français, sont assis pour écouter tel ou tel candidat qui n'a pas dépassé le 20% pour arriver au deuxième tour? Alors, les autres vont écouter cet individu. Surtout qu'eux-mêmes, il dit extrême gauche ou extrême droite était parmi les gens qui vont voter pour eux ou non. Alors, mais cette consigne de vote, vous pensez, c'est correct ou c'est recevable par le peuple français? Oui ou non? Alors, oui, vous êtes très gentil, 3 personnes qui m'appellent, et ils donnent leurs avis, et leur estimation, mais ils ne veulent pas passer sur l'antenne. Ça, c'est pas grave, mais imaginez-vous que vous vivez en France, vous n'êtes pas dans un pays dictature, ou je ne sais pas quoi, et avoir peur de vous exprimer, seulement avec votre voix, on ne veut pas venir vous chercher, il n'y en a pas en police, pour vous demander pourquoi vous voulez voter Macron ou Le Pen, ou pourquoi vous défendez Le Pen, etc. Il y a
plus de 7 millions qui ont voté en faveur de Le Pen, et même vous allez voir que le dimanche prochain, ça sera plus de 10 millions. Mais il ne faut pas avoir peur. C'est avoir peur, vraiment, c'est... Moi, je vais vous dire, c'est honteux. C'est-à-dire, vous téléphonez hors antenne, voilà, David, je pensais, mais non, je ne vais pas passer en plus 2 ou 3 personnes. Ça, c'est pas comme ça qu'on va sauver un pays, une élection. Vous voyez, il faut regarder plusieurs milliers de gens étaient aujourd'hui avec Marine Le Pen quand il faisait son discours. Ils sont présents à droite à gauche, c'est des militants. Enfin, si on est militant, on milite. Et la même chose, il y a de l'autre côté aussi, puisque de temps en temps, nous avons pu constater que les militants de certains candidats, ils viennent sur notre antenne ou sur les autres réseaux sociaux pour dire des choses que leurs candidats eux-mêmes, ils n'arrivent pas à le dire. C'est-à-dire même le candidat n'a pas le courage de dire quelque chose, certaines choses, mais quand un militant, il vient de le dire sur notre antenne ou sur une page de Facebook, je ne sais pas où, c'est-à-dire, ça c'est une humeur qui existe parmi les dirigeants de cette partie politique. Imaginez-vous, quand un candidat, il dit « j'ai pas parlé tout de suite le soir du premier tour », j'ai entendu pour que peut-être il y aura des changements, parce que tatata. Ça, c'est tellement naïf de penser, ou peut-être l'individu, il a peur de dire ce qu'il a dans son cœur, que de 5e ou 4e, jamais on ne peut pas arriver à 2e, surtout après 20 ans quand ça a été annoncé. C'est-à-dire, cette peur, malheureusement, existe, cette peur. Et de l'autre côté, consigne de vote, oui ou non, on peut dire que nous ne sommes pas d'accord pour une consigne de vote, mais on ne peut pas dire que non, je ne donne pas la consigne de vote, mais je ne vais pas voter telle personne, ni telle personne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire l'abstention. Ou vote blanc. Vous allez voter blanc. En plus, ce n'est pas abstention. Puisque quand vous participez, vous ne votez pas ni ça, c'est-à-dire c'est le vote blanc que vous mettez dedans. Alors un candidat assez fort, un candidat qui, lui aussi, il a ramassé plusieurs millions de voix. Il dit qu'il va voter blanc, ou abstention, mais plutôt blanc, dans cette élection, et ne pas avoir le courage de s'exprimer, et après il attend un clin d'œil de Macron. Il a dit que j'attends un clin d'œil de Macron. Macron, il a répondu cet après-midi, ce soir, à 17h. Macron, il a répondu. Il a dit, moi, je suis pour une révolution, pour relever le champ politique. Même les gens comme Manuel Valls ont allé chez lui, et lui, il n'a pas donné un siège même à Valls. Alors, il ne va pas le donner à d'autres candidats qui demandent un clin d'œil. Ça, au moins, dans cette politique, il était sincère. Ou par exemple, même Bayrou, quand il est rallié à Macron, Macron n'a pas dit qu'il devait devenir Premier ministre, au ministre même. Il a dit, franchement, qu'il félicite ce rapprochement, mais il n'aura pas de poste. Alors les autres, malheureusement, ils pensent, surtout les autres, que pendant des années, ils étaient sénateurs, députés, ministres. Ils pouvaient faire quand même quelque chose pour le pays et pour les pauvres. Pour les pauvres, quand vous êtes ministre, quand vous êtes sénateur, même quand vous êtes député, vous pouvez faire quelque chose, au moins. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle loi avait essayé de le faire passer quand vous étiez sénateur? Presque 20 ans. Pendant 19 ans, la personne était sénateur. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire parler, c'est une chose, mais entrer dans l'acte, c'est autre chose. Alors c'est pour ça que quand quelqu'un entre dans l'acte, et dès qu'il peut, il essaie de faire le changement, et c'est bien sûr toujours, il y a des accords ou des aliments internationaux, ça c'est sûr et certain. Écoutez, la France n'est pas un pays isolé. Tout ce que je vous dis, pour toujours, notez bien ça, mes chers amis, ce n'est pas
le fond de pensée des idées de David Abbassi. De temps en temps, je vous parle de mes idées, mais de temps en temps, je suis en train de vous informer. Je vous informe. Alors, on ne peut pas dire que je suis pour ou contre cette information. Et ça, ne le mélangez jamais. Information qu'on vous donne, l'information, ce n'est pas l'idée, ni la volonté, ni le désir, ni mes rêves. Je suis en train de vous informer. Quand je parle de numérique, quand je parle de ça, c'est des informations. Une information que je vous donne. L'individu, moins de 20 ans, était sénateur. Plusieurs années, il était ministre, député. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Quelle loi vous avez essayé de faire passer, de voter en faveur des pauvres et en faveur de pauvreté? Quelle loi? Rien. Alors, de l'autre côté, l'individu qui vient, il est tellement jeune, même après 20 ans, il essaye de faire des changements. Alors, il est avec Jacques Attali ou je ne sais pas qui et tous ces gens-là, parce que vous savez, les gens ne sont pas pareils. Les personnalités et leurs idées n'est pas la même chose. Bernard-Henri Lévy n'est jamais identique avec Jacques Attali. Ces deux-là, c'est de deux instituts, deux universités, deux groupes de pensée différents. Ils ne sont pas pareils, ils ne pensent pas la même chose. Et tous les autres aussi comme ça. Alors dès qu'ils commencent d'entrer dans le pouvoir, ils essayent de faire des changements. Et ces changements, n'oubliez pas, on n'est pas isolé. La France n'est pas un pays isolé. La France, après la Deuxième Guerre mondiale et l'intervention des Alliés, qu'ils soient britanniques et américains, surtout les Américains, il y a des accords que vous savez, il faut les respecter. En plus, le monde est partagé. Il y a le monde de l'Occident-Orient. Il y a USA et certains pays qui militairement, économiquement, politiquement sont plus proches aux États-Unis, alliés plutôt avec les États-Unis qu'avec la Russie, qu'avec la Chine. La Russie, c'est deux camps de pouvoir mondial à part. C'est pour ça qu'il essaie chacun d'avoir la part de gâteau, qu'il soit en France ou qu'il soit dans le pays de pétrole, exportateur de pétrole. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ici, c'est vous que vous devez avoir le courage de défendre ce que vous pensez est bien pour votre parti. Mais vous n'êtes pas présent. Vous n'êtes pas présent. Par exemple, on va prendre en note l'histoire de M. Nicolas Dupont-Aignan. M. Nicolas, il a annoncé, il va soutenir, et il va devenir Premier ministre de Mme Le Pen. Depuis, il est sur l'attaque numérique. Mais vous, les militants de Front National, les militants de Nicolas, vous aussi, vous êtes de partis politiques. Qu'est-ce que vous avez fait dans le domaine de cyber-combat? L'armée numérique de vous, où est-ce qu'il est? Parce que toutes ces attaques, tous ces propagandes, tous ces je ne sais pas quoi, ça peut être dirigé à partir d'un bureau, à partir de 5 ordinateurs et 5 personnes. Hein? Ce n'est pas une armée. À partir de 5 personnes, ça peut être dirigé, envoyer des messages, je ne sais pas quoi, pour tout. Mais vous ne le faites pas. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien puisqu'on ne le voit pas. Actuellement, vous avez l'accès à beaucoup d'avantages des médias gratuits. Vous ne le faites pas, vous ne travaillez pas. Même quand vous téléphonez à la radio ici maintenant, vous dites « David, s'il te plaît, moi je pense que Le Pen, il va gagner 52%, mais je ne veux pas le dire sur l'antenne. » Mais non, mon ami, il ne va pas gagner. Elle ne va pas gagner avec 52% que tu penses. Elle ne va pas. J'ai dit la semaine prochaine, je dis cette semaine, ça sera entre 40 et 60% en faveur de Macron. Et vous avez la parole, mes chers amis, en composant le 08. 92, 23, 95, 20. On va prendre Bernard. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir Monsieur Abbassi. Eh bien écoutez, votre intervention de ce soir, je vais en faire une suite par rapport à celle de samedi dernier, où l'on parlait justement du programme de Macron.
En préambule, je voudrais vous dire que, en fait, vous aviez dit qu'il n'y avait que Nicolas Dupont-Aignan qui sera allié à Marine Le Pen. Il y a une personnalité d'une très haute tenue, très haut en estime par tout le monde politique, qui s'appelle Marie-France Garot, qui est une gaulliste qu'on ne peut pas nier sa valeur, qui se rallie à Marine Le Pen. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais ça donne un groupe. Pour ma part, moi, vous mettez dans un plateau de la balance Marie-France Garot et dans l'autre plateau Valls, Nicolas, Madame Kosciusko-Morizet, Monsieur Le Maire, etc. Le plateau de la balance, pour moi, ça penche en faveur de Madame Marie-France Garot. Hein, vous les mettez tous dans l'autre plateau, ils font pas le poids. Voilà, pour vous dire, donc, il y a une autre personnalité vraiment qui fait à Marine Le Pen, c'est Marie-France Garot. De l'autre côté, en ce qui concerne Nicolas Dupont-Aignan, vous m'entendez toujours? Bien sûr, mon cher Bernard. Ah oui, okay. Je vous répondrai à la fin, puisque je ne voulais pas vous couper. D'accord. Bien. Nicolas Dupont-Aignan, je le trouve très très courageux. Je trouve qu'il a une attitude très courageuse de s'allier à quelqu'un qui a 90 chances sur 100 de perdre. Ça montre un courage politique qui est inconcevable chez n'importe quel socialiste et malheureusement communiste à l'heure actuelle. C'est-à-dire ces gens-là ne pensent qu'à leur place, à leur carrière, à leur poste. Et Nicolas Dupont-Aignan, lui, agit en conformation avec sa pensée profonde. Et bon, je rends hommage au courage politique qu'il a eu de faire ça, parce que c'est rare de voir des hommes politiques s'allier avec des gens qui sont pronostiqués vaincus. Hein. Donc, voilà. En ce qui concerne donc Macron, que l'on présente, et vous avez peut-être un petit peu commencé à faire ça dans ce sens-là, comme révolutionnaire par rapport à la politique actuellement. À part le fait qu'il soit jaune, et bon, qu'il est un petit peu, je vois pas ce qui pourrait dire que sa politique est une politique révolutionnaire, dans le sens où elle continue en l'amplifiant la politique de François Hollande. C'est-à-dire que François Hollande nous a mis le pied dans le système libéral et M. Macron va nous y plonger jusqu'aux cheveux. C'est pas du tout une révolution qu'il fait, c'est tout simplement une continuation, mais à la puissance 10 de la politique de M. Hollande, parce que la loi El Khomri elle était inspirée par Bruxelles, mais ça venait aussi de Macron. Et donc on peut voir qu'en fait la politique de Macron, ça va être la mise en pratique des recommandations de la Commission européenne de Bruxelles. C'est pas du tout une révolution, c'est tout simplement la continuation. Et cette fois-ci, la continuation, ce que Hollande essayait de faire passer avec les outils de la Ve République, eh bien, M. Macron va les faire passer par ordonnance, sûrement pendant le mois de juillet et le mois d'août, toutes les lois que M. Hollande n'a pas pu faire passer avec les instruments de la Ve République. C'est-à-dire que ça va être un gouvernement par ordonnance, ce qui est très grave, mais les gens, comme d'habitude, auront la gueule de bois dans quelques temps, quoi. Voilà. Il est à noter d'ailleurs que M. Macron va être le premier président qui va être détesté dès le premier jour de son mandat, parce que tous ceux qui votent pour lui votent pour faire barrage à Marine Le Pen, ce qui fait que lorsqu'il sera élu dimanche prochain, lundi prochain, ça sera déjà le président le plus détesté de tous les Français. Et que les 5 ans qui vont venir vont être 5 ans de lutte dans tous les domaines, politiques, des manifestations, communautaristes, ça va être un chaos total. Voilà ce que je pense. Alors, si vous voulez bien me répondre.
Déjà, j'aimerais bien, mon cher Bernard, que vous-même, puisque vous venez de parler de Madame Marie-France Garot, qui en 1973, on l'avait considérée la femme la plus puissante de France, vous-même, vous le présentiez pour nous. C'est qui, cette dame-là? C'est qui? Qu'est-ce qu'elle a fait? Allez. Ouais, c'est Madame Garot, pour moi, ce sont des figures comment dirais-je, ce ne sont pas par leur réalisation, c'est par disons, comment m'exprimer, pour vous donner une image de ce qu'est Madame Marie-France Garot, elle est ce qui, sa caricature ridicule, ça serait les philosophes, les philosophes actuels, c'est-à-dire que tous ces gens-là donnent soi-disant ce qui est le bien et le mal pour ce qu'il est convenable de penser ou non. Madame Marie-France Garot, elle, c'est ce qu'elle faisait, mais dans l'authenticité. Voilà, c'est elle qui représentait une moralité et qui malheureusement a complètement disparu à notre époque. Et elle a été reconnue pour une gaulliste fervente. Et je crois que vous ne pouvez pas nier qu'elle a une grosse influence sur les milieux politiques, disons, des milieux politiques, comment dirais-je, qui ne sont pas gagnés au libéralisme et au capitalisme et au libéralisme débridé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un quand même qui a au-dessus de tout une idée de la France, de ce que doit être la France, de ce que doit être la nation, et qui n'est pas prête à vendre cette idée pour faire... pour disons une politique uniquement dédiée à la finance et au service du grand capital, et voilà. Mon cher Bernard, Oui. s'il te plaît, regarde, encore, je vous répète et je précise, de nous citer quelque chose que Madame a fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous dites qu'elle est comme qui? Non, biographie. Quand on parle, je suis vraiment désolé. Biographie de cette dame, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'elle a fait, Marie-France Garot? Qui est Marie-France Garot? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ça que je vous demande de me dire. Une femme de 43 ans, que j'espère elle va vécu encore 50 ans, grâce à Dieu, sans aucun problème. Mais vous venez de dire que c'est une femme assez importante. C'est qui? Qu'est-ce qu'elle a fait, mon cher ami, dans son biographie? Écoutez, on ne juge pas les gens uniquement d'après ce qu'ils ont fait. On juge les gens, enfin, on prend les gens pour ce qu'ils incarnent. Et depuis Maastricht, depuis le début, la prise de possession de la France par l'Union européenne, Marie-France Garot, et depuis elle se sert de son autorité pour justement combattre cela. Moi, je compare Marie-France Garot à M. Philippe Séguin. Voilà, ce sont des gens qui n'ont pas abdiqué l'idée de la nation. Peu importe qu'elle n'ait pas fait de choses, d'abord arrêter-elle pu la faire, est-ce qu'elle a été en position en place pour faire telle ou telle loi? Et moi, je ne pense pas qu'il suffise de faire des lois pour être estimable. Hein. Et c'est simplement l'icône qu'elle représente. D'ailleurs, moi, je n'étais pas fan d'elle, mais je le reconnais qu'elle avait une icône au niveau des partis politiques. Elle n'a peut-être rien fait de spécial qui puisse la mettre en avant, mais quand même, elle représente quand même quelque chose de respectable dans la politique. Et ces choses respectables, malheureusement, il y en a de moins en moins. Pour moi, je comparais à Philippe Séguin. Reste avec nous, Bernard. Et en plus, je ne pourrais pas vous dire ce qu'a fait exactement. Voilà, c'est ça. On peut pas. Alors, reste avec nous, Bernard. On ne peut pas présenter quelqu'un sans le connaître et sans savoir ce qu'il a fait. Moi, d'abord, je veux te remercier, Bernard. Merci beaucoup de nous citer le nom de Madame. Merci beaucoup. Je le connais, bien sûr, mais j'aimerais savoir que Bernard, quand il vient sur notre antenne en disant pourquoi tu l'as pas cité cet nom-là, j'aimerais bien que toi, tu sais c'est qui. Peut-être Pascal, il va nous répondre. Mais moi-même, je te dis, en 1973, la femme la plus
puissant de la France a été nommée cette femme-là. Alors, après, actuellement, aussi, je veux te dire, puisque la semaine dernière, non, samedi dernier, j'ai parlé sur l'Institut Montaigne, think tank. Ces instituts-là, c'était créé depuis quelques années en France, à droite à gauche, soi-disant des centres de réflexion, groupes de réflexion. Alors, je veux vous dire que Madame Marie-France Garot également, ça fait une vingtaine d'années, même plus, qu'elle a fondé un institut, on peut dire de think tank peut-être, nommé un Institut international de géopolitique. Mais c'est ça, je veux que vous le présentez l'individu et vous me dites ce qu'il a fait. Pascal peut-être va nous dire quelque chose. Bonjour Pascal. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Je vous écoute Pascal. Maintenant de son ouverture d'esprit et de donner la parole à toutes sortes de personnes sans filtre et en leur laissant la possibilité de s'exprimer. C'est une chose extrêmement précieuse et rarissime de nos jours. Alors Pascal, il va poser simplement une question. Est-ce que il est déjà acquis que M. Macron est élu président de la République? C'est la question qu'on pourrait se poser quand on voit la une de tous, je dis bien tous, les magazines cette semaine. Il a gagné en grosses lettres, puis son pari en petites lettres pour je ne sais plus le point. L'autre, c'est seul face à l'histoire, ça c'est le point justement. Valeurs actuelles marquait Hollande 5 ans de plus avec la photo de Macron, comme si vraiment tout le monde, comme s'il était acté que M. Macron avait gagné. Alors je ne sais pas. Mais je trouve que dans une démocratie, ou en principe, à moins qu'on soit dans une démocratie de type communiste comme il y avait dans les années 50 et autres, mais je trouve assez quand même étonnant, voire choquant, que la balance penche entièrement du côté d'un seul candidat, quel que soit l'autre candidat qui est en face. Alors maintenant, la question que je me pose, et que je poserai pour ouvrir une sorte de débat avec les auditeurs, ensuite je raccrocherai et je laisserai chacun s'exprimer. On nous dit gauche contre extrême droite. Bon, est-ce que M. Macron représente vraiment ce que l'on peut appeler la gauche? Alors que lui, c'est un banquier, c'est une sorte, d'après moi, d'hyper-capitalisme débridé, décomplexé, fascistoïde, parce que ce ne sont pas des gens qui ont l'air d'avoir particulièrement le souci de la cause du peuple, ni même de s'inquiéter des plus démunis. Inversement, que Mme Le Pen représente dans sa manière de s'exprimer, etc., ce qu'on appelle encore souvent extrême droite, alors qu'elle a un programme social extrêmement proche de celui de M. Mélenchon, mais ce qu'on pourrait peut-être appeler une sorte de gauche patriotique à la Chevènement, à la, j'oserais dire, à la Hubert Védrine et compagnie. Vous voyez? Alors moi, c'est simplement la question que je voulais poser. S'agit-il vraiment de gauche contre extrême droite? Est-ce qu'il ne faut pas quelque part, est-ce qu'il n'y a pas eu une inversion des pôles magnétiques dans cette histoire-là? C'était simplement ce que je voulais suggérer comme thème de discussion, et je vous remercie de m'avoir laissé m'exprimer et je vous embrasse toutes et tous, bien amicalement. Merci, cher Pascal. Voilà, merci de ton intervention. Je ne sais pas si Bernard, tu veux répondre. Moi, j'aurais voulu répondre, mais surtout à votre réponse à vous. C'est-à-dire que quand je vous disais, vous aviez dit que donc il y avait que Nicolas Dupont-Aignan qui sera lié à Marine Le Pen. Je vous ai fait remarquer que donc il y avait aussi Marie-France Garot qui sera liée à lui. Et alors donc Marie-France Garot que jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, tous les hommes politiques, s'ils voulaient avoir une référence une référence, prenaient, c'était Marie-France Garot était l'une des personnes qu'ils prenaient comme référence pour donner une justification à ce qu'ils voulaient dire ou à leurs actions. Et donc vous m'avez donc, acculé en me disant mais qu'est-ce qu'elle a fait pour tout ça, pour me dire qu'elle avait créé un think tank. Moi, je vais vous dire, Nicolas Dupont-Aignan a fait partie des Young Leaders, que tous les gens connaissent un peu. Les Young Leaders, ce sont des gens d'une formation américaine, et pourtant, dans les faits, dans la réalité, malgré cette formation, aujourd'hui en France, M. Dupont-Aignan est clairement l'un des hommes politiques qui résiste le plus, justement, à cette mainmise justement de comment qualifier ça, la prégnance de l'économie,
du libéralisme américain qui s'impose par l'intermédiaire de l'Europe à la France. Et donc Dupont-Aignan est un des principaux résistants, malgré que lui-même ait fait partie justement des Young Leaders. Donc Marie-France Garot a peut-être, comme vous le dites, créé un think tank, tout ça, mais moi ce qui m'intéresse, c'est quelle est sa position depuis Maastricht, depuis l'Europe, envers l'Europe, hein. Et voilà. Et donc je vois que c'est quelqu'un qui résiste, parce que de mon côté, moi, les gens font souvent référence aux années 1930, à la montée d'Hitler, à la résistance et tout. Et moi, je trouve que là, on est dans une situation complètement parallèle, c'est-à-dire que on est dans une tentative d'occupation, mais cette fois l'ennemi c'est pas les Allemands, ce serait l'Europe, et que les collabos, c'est ceux qui sont pour Macron. Voilà, et les résistants, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont bien obligés de voir que ça serait plutôt du côté de Marine Le Pen. Voilà. Il y a cette histoire, c'est ce regard qu'elle a sur l'immigration qui crée des difficultés. Beaucoup de gens qui, sinon, n'hésiteraient pas à la rallier contre M. Macron. Je pense qu'elle manque de réflexion à ce sujet-là, mais ça peut... voilà, donc il y a, par contre, au niveau de la tentative d'occupation dont on fait l'objet de la part du système libéral, Macron, lui, est du côté des collabos, ça c'est sûr. Allô ? Oui, Bernard, je vous remercie encore une fois pour nous citer le nom de Mme Marie-France Garot. Encore, je te remercie, sans aucun problème. Mais si tu permets, je peux te poser 2 questions. Même peut-être c'est une question. Est-ce qu'à ton avis, si cher Nicolas, il avait plus de 5%, est-ce qu'il aurait changé de camp et il aurait accepté de travailler avec Mme Le Pen? Deuxième chose, Mme Marie-France Garot, si après Charles Pasqua, parce que vous savez, à l'époque de Charles Pasqua, elle était très active, avec De Villiers aussi, Philippe De Villiers, Charles Pasqua, et elle était contre Maastricht, elle a voté non. Mais après Charles Pasqua, Dominique De Villiers, elle n'avait plus des postes, on peut dire, on ne le voyait plus, c'est-à-dire les politiques ne consultaient plus cette femme que moi aussi je le respecte et je le salue ici et maintenant ce soir. C'est-à-dire cette femme-là aussi, si elle était dans le champ de politique français, elle n'était pas isolée depuis presque 20 ans, est-ce qu'elle aussi elle aurait demandé de voter en faveur de Mme Le Pen? C'est 2 questions concernant 2 personnalités, s'il vous plaît, Bernard. Et encore, je te remercie de citer le nom de Mme. Si tu connais d'autres noms et d'autres personnalités, ou même si les autres ils connaissent, on va être ravis de l'entendre. D'accord. Bon, alors en ce qui concerne Dupont-Aignan, voilà. J'ai déjà dit tout à l'heure que je trouvais sa démarche très courageuse parce qu'en fait, il va prendre une partie de la diabolisation qui était jusque maintenant réservée à Marine Le Pen, tout en sachant qu'elle a très peu de chances d'être au 2e tour. Je dis très peu pour ne pas déplaire à l'auditeur précédent, mais bon, elle part. Alors donc, je trouve ça très très courageux de sa part. Vous voulez y voir un calcul au niveau pécunier, mais ce genre de soupçon, vous pouvez l'appliquer à absolument tous les candidats, depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Donc moi, ce que je préfère voir dans sa démarche, c'est quelque chose de courageux, parce que c'est quelqu'un qui va être vraiment carrément bombardé par l'ensemble de la classe politique à partir d'aujourd'hui, quoi, en fait. C'est quelqu'un quand même qui a eu le courage de lire un mail que lui avait envoyé Serge Dassault, lui disant ça, en général, en politique, les gens ils mettent pas ça au grand jour. Lui, il n'a pas hésité à le faire. Moi, je trouve que c'est quelqu'un d'assez courageux et qui, pour moi, à l'heure actuelle, me fait penser quand même à l'esprit de résistance qui existait il y a quelques décennies. Quant à Marie-France Garot, écoutez, c'est pareil. Marie-France Garot, c'est quelqu'un de respectable.
Elle n'a pas fait preuve pendant 20 ans de courir après les postes ni ministériels ni administratifs. Et je pense que si elle sort maintenant du loup, c'est parce qu'elle voit que la France est réellement en danger. Et qu'il y a d'un côté ce qu'on appellerait les internationalistes libéraux, soutenus par la gauche idiote, et de l'autre côté, des gens qui ont envie que la France existe toujours dans 5 ans, et que ça ne soit plus qu'un mélange de communautés gouvernées directement par Bruxelles. Et donc elle voit le danger, et c'est juste, moi à mon avis, sa motivation est tout à fait patriotique et non pas en vue d'un quelconque avantage. Je trouve que votre regard sur elle est quand même un petit peu accusateur. Merci, restez avec moi, Bernard. Je suis ravi de dialoguer avec vous. Ce n'est pas accusatoire quand je vous dis, mon cher ami, imaginez-vous. Je dis, de temps en temps, je vous informe. Ce n'est pas mes rêves ni mes pensées, je vous informe. C'est-à-dire, madame, cette femme, si elle était contre le référendum, enfin à l'époque contre Maastricht, soyez sûr et certain que toutes les grandes ou petites personnalités politiques qui étaient contre Maastricht, ils se sont éloignés de pouvoir depuis. Madame était parmi. Et deuxièmement, la question que je vous ai posée, si elle était en poste dans certains gouvernements, parce que vous savez même, elle était députée européen, elle était contre Maastricht, mais elle devient députée européen grâce à Charles Pasqua et Philippe de Villiers. Charles Pasqua, que j'ai eu beaucoup de respect pour cette personnalité qui est déjà disparue, bien sûr. Alors, la question que je vous ai posée, cher Bernard, c'était ça. Est-ce que si Nicolas, il avait le 5% et il pouvait toucher le frais de campagne présidentielle, est-ce que toujours il avait le courage d'aller vers Le Pen ou non? C'était ça ma question. Vous ne m'avez pas répondu. Deuxième question concernait Madame Marie-France Carbo. Si cette femme respectable, après Pasqua, après Philippe de Villiers, encore, elle avait des postes au moins député européen, est-ce qu'elle aurait décidé de voter en faveur de Madame Le Pen ou non? Vous ne m'avez pas voté. Mais par contre, moi, j'ai beaucoup de respect. Quand vous parlez de courage, c'est Gilbert Collard. C'est lui qui a le courage d'aller, depuis des années, rejoindre Le Pen. Et d'autres personnalités, c'est Robert Ménard. C'est ça le courage, c'est-à-dire le moment ils sont allés vers Front National qui n'avait pas de problème d'isolation ou de problème de l'argent. C'est ça qui est très important, et c'est dans ce point-là que vous devez me répondre au lieu de dire d'autres choses. Mais toujours vous avez la parole, Bernard. Restez avec nous. On va prendre Jean. On va voir qu'est-ce qu'on pense, Jean, à tous ces sujets. Oui. Bonjour, Jean. Bonsoir, David. Bonsoir. Il y a très longtemps que j'avais plus appelé. Et là, je chope l'antenne en direct. Donc vous êtes en train de parler de la situation politique et des élections et de ce qu'il pourrait y avoir à l'issue. Donc je voulais vous interpeller parce que j'entendais Bernard qui disait que ça pourrait être il pourrait se passer des choses graves durant ces 5 années de la présidence Macron. Et c'est un son de cloche qu'on entend. Hein. De plus en plus, on entend dire qu'effectivement, si cet homme-là est élu président, il va nous mettre la France en pièces, il va nous la dissoudre, et en 2022, au terme de ces 5 années de présidence, on n'a même pas encore idée de l'état dans lequel pourrait être notre pays. Donc moi, je viens ce soir lancer une sorte d'alerte, parce que ce qui vient vers nous est absolument catastrophique. Donc tout est déjà écrit. Nous avons des prophéties qui ont été reçues par différentes personnes
personnes religieuses depuis à peu près 2 siècles. Donc il y a la fameuse Marie-Julie Jahenny, il y a Marthe Robin qui a eu des extases christiques. Donc il y a eu Marie-Julie Jahenny qui a eu des visites surnaturelles pour l'informer de ce qui se préparait. Donc tout ça, ça rentre en résonance avec les messages des apparitions mariales de Fatima, de Pontmain, de la Salette. Donc ça rentre en résonance avec ça. Et effectivement, quelque chose d'absolument catastrophique est en train de venir vers nous. Et nous aurions possiblement, effectivement, si Macron est élu, donc je vous le dis tout de suite, nous aurons effectivement un début de guerre civile en juin 2022. Donc c'est prophétisé ainsi, c'est prophétisé le début des événements et prophétisé le mois du Sacré-Cœur de Jésus. Donc le mois du Sacré-Cœur de Jésus, c'est le mois de juin. Et il est prophétisé sans date, sans année, mais il est prophétisé le début des événements, le mois du Sacré-Cœur de Jésus, avec, c'est quand même assez étonnant, une fuite du gouvernement. Et la fuite du gouvernement fera que la France sera livrée elle-même, et à ce moment-là débutera une guerre civile absolument terrifiante. Donc voilà ce qui vient vers nous. Moi j'y crois vraiment beaucoup. J'ai de bonnes raisons d'y croire. Et je pense qu'effectivement on est parti pour. Jean, permettez-moi de vous dire que je ne suis pas d'accord avec votre prophétie, c'est-à-dire ce que vous voyez. C'est pas la mienne. C'est vous qui vous venez de nous ramener ça. Des choses comme ça. C'est pas ma prophétie à moi. Ce sont tout ça est bien réel, bien avéré. Et donc ça, c'est pas moi qui prophétise. Il y a eu, donc je répète, Marie-Julie Jahenny, Marthe Robin et d'autres. Donc tu n'es pas d'accord, David. Ah oui, mais tu n'es pas d'accord sur ton point de vue de petit humain. Mais tu ne peux rien contre la volonté du ciel, David. Donc tu peux venir nous vendre ton Macron tant que tu veux. Le ciel n'est pas d'accord. Je te précise que je n'ai pas essayé de te vendre mon Macron, en plus ce n'est pas mon Macron. Je vous ai dit plusieurs fois que quand j'en parle, on vous informe. Je vous donne des informations. Des informations que je vous donne, ce n'est pas mes idées. Mes informations, je vais essayer d'être positive à la place de Jean, qui est négative et qui est en train de parler et de dire des choses qui ne sont pas ni réelles, ni rationnelles, et ça colle pas avec la laïcité. Sur le prophétie, en voyant qu'il y a vous des choses, qui te dit des choses. Mais nous, par contre, quand on parle de 1 et 2, et 2 plus 2, ça fait 4, et ce n'est pas mon Macron. Restez polis, s'il vous plaît, et écoutez ce que je vous dis. Déjà, je veux vous dire, toutes et tous, puisque déjà, au moins, comme notre ami Bernard, que j'ai beaucoup de respect pour lui, pour toi aussi, Jean, vous venez de parler d'une personnalité qui a annoncé d'être avec Madame Le Pen, mais vous ne savez pas c'est qui, qu'est-ce qu'elle a fait. Elle était députée européenne, tu ne le dis pas. Si tu le savais, tu devais le dire. C'est qui cette personnalité? Il faut le présenter parce que ça fait 20 ans qu'elle est absente de la scène politique. Personne ne le connaît pas actuellement, sauf une partie des gens, etc. Allez, maintenant aussi, pour te répondre, cher Jean, tu peux rester pour revenir et t'exprimer encore. Je vais te dire que moi, ce n'est pas comme un voyant que je veux parler avec toi. Ou comme je te donne une analyse de quelqu'un qui a vu quelque chose dans la tasse de café. C'est la réalité que je veux te donner et je veux vous dire. La réalité des choses, c'est ça, mes chers amis. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de disant que la France va tomber dans une guerre civile. Non. Déjà, et je vous dis tout ce que je vous dis, ce n'est pas pour soutenir Macron. C'est pour vous donner des informations que vous ne voulez pas le comprendre. C'est ça. Imaginez ça. C'est des informations que je vais vous donner
et que je vous le donne, ce n'est pas pour soutenir et pour dire que Macron, c'est mon Macron. Déjà, les plus grandes personnalités politiques de gauche, de droite, sont alliées avec lui. C'est-à-dire qu'il est déjà fort dans le domaine politique et think tank, et les politiciens. Vous savez que chaque politicien français, il était maire, il est maire. Ancien ministre, premier ministre, des responsabilités et des clans qu'ils ont. Ils sont forts. Ce ne sont pas des gens qui étaient isolés de pouvoir depuis 20 ans. Les gens qui sont autour de Macron, qui sont de gauche, de droite, même lui-même, il avait refusé de voir quelqu'un. Cette personne est allée le voir et il a annoncé son soutien. C'est assez fort. Les gens comme Valls, les gens comme Mélenchon. Mélenchon, hier soir, il était prêt de recevoir un petit clin d'œil de la part de Macron pour aller dire qu'il votait en faveur de Macron. Ça, c'est des informations. C'est-à-dire que vous ne voulez pas voir ce qui se passe autour de vous. Vous rêvez. Vous voulez rêver toujours. Mais par contre, la guerre d'aujourd'hui, c'est la guerre de Daesh. C'est la guerre de l'islam politique. C'est la guerre de l'islam violent. Cet islam violent ne vient pas comme ça. Il y a des pays, il y a de la force, il y a de l'argent derrière ces mouvements terroristes. Si quelqu'un peut prendre le pouvoir et négocier avec ces forces-là qui soutiennent ces terroristes, il va ramener la paix, mes chers amis. Même dans mes dernières émissions, je vous ai dit, Macron ne veut pas être un guerrier. Vous allez voir. Il va limiter, comme Obama, il va limiter les guerres, il va empêcher la France de participer dans certaines guerres que même actuellement il est impliqué dedans. Et de l'autre côté, certains pays dans le monde, surtout au Proche et Moyen-Orient, qui soutiennent ces terroristes islamistes qui existent, qui menacent la civilisation judéo-chrétienne, un président fort qui a le soutien de presque la majorité de pouvoirs politiques de gauche et de droite, il peut bien négocier avec les pays qui soutiennent logistiquement, économiquement, Daesh et Al-Qaïda. Et il est déjà en train de négocier. Il a déjà négocié. Ce sont des choses que vous ne savez pas. Vous dites, vous lancez n'importe quoi puisque vous avez une haine. Et de temps en temps, cette haine et cette jalousie de pouvoir nous aveugle. On ferme nos yeux, on ne regarde pas bien. Pourquoi? Puisqu'il s'appelle Macron. Pourquoi? Puisqu'il était banquier. Pourquoi? Puisqu'il a travaillé avec Rothschild. Pourquoi? Mais regardez de l'autre côté, mes chers amis. Prenez un papier et écrivez les noms de personnalités de droite et de gauche qui se sont ralliées à Macron, même avant le premier tour. Ce n'est pas au moment du deuxième tour, avant le premier. Ça, c'est des informations encore. Macron n'a pas besoin que David Abbassi vienne ici parler de lui, mais c'est pour vous, pour éclairer mes amis qui sont en train de nous écouter. C'est-à-dire ces dogmes et dogmatismes que nous avons dans notre tête, qu'on va imposer notre rêve au monde. Au lieu de ça, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu et ne dites pas n'importe quoi. Ne faites pas peur au peuple français. La guerre, vous allez voir, ça va rien de vie. Et vous allez voir, le nouveau gouvernement va aller négocier avec les patrons de Daesh. Et il a déjà négocié. C'est-à-dire, une fois qu'il est à l'Élysée, vous allez voir, Hollande aussi, dans les domaines, moi je veux remercier le gouvernement de Hollande, qu'il soit Valls quand il était ministre de l'Intérieur et quand Cazeneuve. Et maintenant, ces deux messieurs qui vont partir là, au ministère de l'Intérieur. C'est peu de temps, on ne peut pas parler, mais le gouvernement de Hollande aussi, malgré toutes les critiques qui peuvent être
sur ce gouvernement, il a bien travaillé dans le domaine de combat contre les terroristes et la sécurité de la France et français. Ils ont bien travaillé. Imaginez-vous que vous êtes en train de faire et annoncer et déclarer la guerre contre plusieurs milliers de fous, qu'ils ont plusieurs milliers de fous installés chez nous et chez eux ici en France. Pourtant, le plan antiterrorisme a bien fonctionné. Il y avait certains actes, malheureusement, mais en totalité, ils ont bien travaillé. Mais déjà, le nouveau gouvernement, mes chers amis, il va aller voir la source. Et il va voir c'est qui a financé, qui est en train de financer, qui donne le terrain pour préparer toute cette armée de guerre d'Irak, de la Syrie. Ils vont sortir, aller en Libye, à droite à gauche, après venir en Europe, etc. Cet gouvernement qui va venir et qui va être nommé à partir du mois de juin, juillet, mes chers amis, vous allez voir, il va résoudre le problème de terroristes directement en allant négocier avec les patrons de ces gens-là, avec les patrons de ces mouvements terroristes. C'est ça que vous devez comprendre. Alors, Bernard, je crois que ton temps est terminé, tu es parti, mais Jean, tu es toujours là, et comme je vous ai dit, vous avez la parole. Ah ben les deux, ça a été long, hein. J'ai cru que j'arriverais. Jean, vous avez la parole, vous dites quelque chose, et quand je vous donne la parole, parlez s'il vous plaît, et vous exprimez. Je vous écoute. Merci, Monsieur David. Donc, pour terminer, hein, je ne serai pas long, je vais terminer du coup. Donc, j'ai bien entendu tout ce que vous nous racontez, donc moi je vous dis que votre angélisme ne pourra rien faire contre la volonté du ciel, donc vous pouvez essayer de nous vendre Macron tant que vous voulez. On voit bien que c'est ce que vous essayez de faire. Je suis désolé, tu répètes quelque chose que je viens de te répondre, et je suis désolé de te dire, Jean, que tu ne m'écoutes pas. Vous voulez seulement venir dire ce que vous voulez, et ça, ce n'est pas à David Abbassi et les autres pour pouvoir vous écouter. Baba. Écoutez et réfléchissez à ce qu'on vous dit. Ne répétez pas vos bêtises, s'il vous plaît. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, on va prendre Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Allô, Bernard. Myriam, bonjour Myriam. Bernard est parti. Bonjour Myriam. Bonjour, la radio, David. Bonjour. Vous m'entendez? Bien sûr, chère Myriam. Bien sûr. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va. Monsieur Abbassi, je voulais juste dire que j'étais un petit peu surprise. Parce que nous, on est en plein dedans, bien baigné avec les élections, ce qui va se passer en France. Et tout à coup, j'ai eu comme une douche froide que vous ajoutiez de l'huile sur le feu en parlant de, comment il s'appelle, Daesh. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je viens faire? Alors que tout le monde sait à cause de qui ces trucs de Daesh, terrorisme, c'est à cause de l'ingérence de la France qui suit les Amériques. Vous le savez, tout le monde le sait. Et tout à coup, on est en plein dans nos élections et nos affaires. Enfin, nous, c'est pas nous, c'est ce qui nous tombe dessus, ce qu'on va vivre. Et au lieu de rester serein, j'entends, plof, regardez, il y a Daesh. Mais c'est soutenu par qui, Daesh? C'est par cause de qui? De quelle façon de faire de la France qui suit l'Amérique? C'est connu tout ça, monsieur. Et j'ai vu comme une tâche que vous avez dit Daesh, alors que le monsieur, c'était que des choses qu'il a dit, monsieur, comment il s'appelle, qui a parlé de prophétie, c'est pas trop méchant, c'est un peu
c'est coup-ci, coup-ça, quoi. Il n'y avait pas de quoi... Mais en parlant de Daesh, j'ai été surprise de votre part, encore une fois. Et qu'est-ce que je veux dire, monsieur? C'était au lieu d'éclairer un petit peu les gens, ne mettez pas les mots qui donnent de la haine et divisés, qui divisent, qui font peur. La peur et la haine. Il ne faut pas en ajouter. Merci Myriam, nous avons Claude aussi avec nous. Déjà Myriam, avant de prendre Claude, je vais te répondre Myriam. Déjà, c'est pas moi que j'ai parlé de terrorisme, tu n'as pas bien écouté alors, c'était monsieur Jean qui l'a dit c'est très dangereux, on va être témoin des guerres civiles, patati patata. Deuxièmement, ce n'est pas la France, je suis désolé madame, ce n'est pas la France qui a créé Daesh, la France est en train de combattre le Daesh. Il est avec les alliés pour combattre. Pour exterminer le Daesh. Le Daesh, c'était créé par les musulmans eux-mêmes, par les pays musulmans et par les soldats musulmans, madame. Si vous ne le savez pas, allez-y, faites des études et des recherches et après venez ici le dire. Les Américains aussi, c'était dans le coup, c'est Hillary Clinton qui l'a dit. Oh, ils ont pris l'argent de pétrole des pays arabo-musulmans et ils ont vendu l'armement. Cette Daesh n'a pas été traîné ni en France, ni aux États-Unis, ni en Angleterre. Il a été traîné dans les pays musulmans et ils ont attaqué des pays musulmans. Et c'est ça que vous devez le comprendre. Vous pouvez être musulman ou pas musulman, vous pouvez être de gauche, anti-capitaliste, anti-impérialiste, anti-américain, mais soyez raisonnable. Et vous ne dites pas n'importe quoi. Et ne dites pas n'importe quoi. C'est lui qui a parlé, il a donné des informations pour faire peur au peuple français. Si vous croyez au ciel, quelqu'un il vient vous dire que c'est le ciel qui va ramener la guerre civile, et vous pensez que cette personne est plus solide que la parole raisonnable et rationnelle des autres, c'est votre problème, c'est votre problème. Moi, je ne pense pas à prophétie et les mensonges qu'on va nous donner depuis des années sur le terrorisme, que moi-même, je le connais mieux que vous, madame. Et on a fait des exemples ici. Vous ne connaissez pas, ou vous voulez dire n'importe quoi. Où est-ce que la France a créé et soutenu Daesh? Où? Daesh s'était créé, fabriqué par l'argent des pays musulmans, des pays de pétrole. Et les Américains aussi, ils ont vendu les logistiques et les armements, etc., pour gagner le pétrole. Madame Claude, bonjour. Claude? Allô, Claude? Elle n'est pas là, Claude, hein? Je crois que Claude, elle est partie. Alors, vous, sur 95.2 FM, vous avez la parole. Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abbassi en direct sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
Pourtant, vous savez très très bien, j'ai dit 10 000 fois, je respecte vous toutes et tous avec tous les pensées que vous avez, mais nous avons des gens qui sont très intelligents, laïcs, rationnels, humains, et les gens qui sont fâchés, qui disent n'importe quoi, etc. Par exemple, quand ça coupe, et soyez sûr et certain, au lieu de 2 heures parler de « oh, c'était coupé patati patata », imaginez-vous que votre téléphone, nos téléphones, tout ça c'est informatisé, c'est informatique, c'est par l'Internet, ça coupe, il y a le voix qui passe, le voix qui ne passe pas, il n'y a pas aucune autre chose à critiquer et à dire. Voilà. Joris, on va prendre Joris maintenant. Nous avons Bernard aussi. Joris, bonjour. Oui, bonsoir David Abbassi, bonsoir aux auditeurs. Bon, alors je suis déjà intervenu cet après-midi, donc je vais essayer de faire très très court parce que voilà, au départ, je ne veux pas monopoliser l'antenne. Mais bon, moi j'avoue, je suis un peu surpris par ce que je viens d'entendre de ta bouche, David, parce que tu dis, bon, voilà, Monsieur Macron, il est entouré de tous les politiques, en gros, qui ont dirigé le pays depuis ces 30-40 dernières années, et donc c'est un gage de qualité, et c'est ça qui va faire que, en plus, on va éviter les guerres et tout. Alors moi, je voudrais simplement dire que depuis que justement on a ces personnes qui ont été au pouvoir, on n'a jamais eu autant de guerres. Enfin, la France n'a jamais été engagée sur autant de fronts à la fois. Par exemple, en ce moment, elle est en Afghanistan, elle est au Mali, elle est en Centrafrique, elle est en Syrie, elle a été, et je crois qu'elle est encore un peu en Libye, il y a l'Irak, et etc., etc. Et tout ça, en fait, ce sont les conséquences directes des actions des hommes politiques qui entourent aujourd'hui M. Macron. Et aussi quand tu dis qu'il n'y a aucun rapport avec, enfin que Daesh n'a aucun rapport avec les Occidentaux. Alors je veux bien que, bien sûr, le financement vienne des pays arabes et que les soldats se soient formés dans les pays arabes. Simplement, on ne peut pas ne pas voir la connexion qu'il y a entre la déstabilisation profonde de tout le Moyen-Orient par l'Occident pour des raisons en général, enfin, qui ont été révélées en général comme fausses, comme par exemple la Libye. On a dit que c'était parti du fait qu'il avait soi-disant bombardé sa population. Il y a eu un rapport de l'ONU qui est paru 3 ans plus tard, une fois qu'on avait bien tout défoncé, qui montrait que c'était faux, que c'était jamais arrivé. Ensuite, la Syrie, c'est pareil, là on nous parle d'armes chimiques, alors qu'il y a des très très gros doutes. Enfin bon, etc., etc. Et c'est quand même nous qui, par le désespoir, la destruction, l'extractivisme aussi qu'on a fait des ressources, qui avons créé, qu'on le veuille ou non, Daesh, quoi. On a mis des millions de gens dans le désespoir. Et alors après, bon, bien sûr, il y a une idéologie derrière qui favorise, qui canalise tout ce désespoir, qui est l'islam radical, enfin même l'islam tout court peut-être, je sais pas, avec les financements des pays d'Isof. Mais bon voilà, enfin, je trouve ça étonnant qu'on parle de Macron comme gage de paix, alors qu'en plus il a fait une déclaration récente où il dit bon, mais il faut encore plus bombarder la Syrie. Et je voudrais juste, pour terminer, voilà, et j'ai terminé mon intervention avec ça, rappeler que par contre le Front National, même sous Jean-Marie Le Pen, il s'est opposé à absolument toutes les guerres qu'il y a eu depuis les années 90. Les 2 guerres d'Irak, la guerre en Libye, la guerre en Yougoslavie, enfin, la guerre en Syrie, la guerre en Afghanistan. Toutes ces guerres, eh ben, le Front National en fait s'est opposé à ça. Et même de mémoire, je crois que Jean-Marie Le Pen est le seul homme politique, au moins français et peut-être du monde, qui, pendant qu'il y avait un embargo en Irak, a organisé et acheminé une aide humanitaire auprès de la population irakienne, aussi bien alimentaire que médicamenteuse, voilà. Donc, voilà, ça m'a un peu surpris, quoi, ce que vous avez dit. Alors, une question. Au revoir. Claude, pardon, c'était Joris. Joris,
Oui. Joris, voilà, ne partez pas, mon cher ami, restez là. Merci Oui, de... non, mais comme j'étais déjà intervenu cet après-midi, je voulais Ouais, non, puisque vous venez de vous exprimer, vous venez de dire des choses, peut-être j'ai des questions à vous poser. Merci de nous montrer votre couleur politique, c'est très gentil de votre part, puisque le courage que vous avez de temps en temps de dire que vous soutenez Front National ou vous soutenez pas l'autre, tout ça c'est très sympa de votre part, je te remercie beaucoup. Mais la question... élections, en tout cas. Voilà. La question que je veux vous poser, comme quelqu'un que vous allez voter le dimanche, à Madame Jean-Marie, Madame Le Pen. Alors, à votre avis, juriste, quel pourcentage vous donnez à Le Pen et quel pourcentage vous donnez à Macron? Honnêtement, je sais pas. Je pense que malheureusement. Il y en a deux choses. Vous permettez que je complète la question. Déjà, n'oubliez pas, comme j'ai dit tout à l'heure à Myriam et aux autres qui ne comprennent pas, c'est différent. Déjà, il y a votre volonté à vous. Il y a une réponse pour votre volonté. Votre volonté, c'est de gagner Marine Le Pen. Deuxième chose, c'est comment vous estimez la situation. Quand vous estimez la situation, c'est ça qui est toujours, quand vous parlez, comme David Abbassi, quand je parle, quand je vous donne des informations, quand j'analyse des choses, et de temps en temps, c'est mes idées, et de temps en temps, c'est mes analyses. C'est pour ça, à vous, je vous demande, quelle est votre analyse déjà ? Vous pensez rationnellement, c'est-à-dire vous estimez combien pour Macron, combien pour Le Pen. Deuxièmement, je sais très très bien que votre souhait, vous pouvez dire comme ça, voilà, votre souhait c'est plus de 50% pour Le Pen, mais vous estimez ça réellement va exécuter, oui ou non, c'est la deuxième, et c'est la différence juriste que les gens ne comprennent pas. Moi, je ne suis pas... Macron n'est pas mon Macron. Moi, je vous donne des informations, certaines choses que peut-être vous ne savez pas, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Quand je vous informe de quelque chose, ce n'est pas mes idées. C'est pour ça que, s'il vous plaît, pour vous et pour les autres, vos estimations et votre rêve, voilà. Il y en a deux réponses pour une question. Merci. Mes estimations, j'avoue que je n'en sais pas grand-chose parce que il y a beaucoup. En fait, ça va dépendre de vraiment ce qui se passe cette semaine. Soit on arrive à éventer l'illusion Macron, en fait, à révéler vraiment quel est le programme, et puis à essayer d'ouvrir un peu les yeux aussi à la population pour dire quel est le programme de Marine Le Pen et de voir d'arriver à montrer quel est là où se trouve réellement l'intérêt de la population. Mais si jamais les choses restent en l'état actuel, je pense que ça va être, oui, autour de 60-40, et encore, je ne sais même pas si elle va réussir à faire 40%. Voilà. Donc, merci de cette question, de cette réponse. Alors, avant de prendre Bernard, tu penses qu'est-ce que ça va changer les choses en faveur de Le Pen quand tu donnes un petit espoir, cet espoir, quelle est la raison pour cet espoir? C'est un très petit espoir. C'est quoi? Qu'est-ce que ça va passer? Justement, il y ait des informations qui soient dites sur que les choses ne sont pas exactement comme celles que nous martèlent jour et nuit les médias et les hommes politiques, à savoir que le parti qui, lui, par exemple, aime faire la guerre, il va être plutôt du côté de Macron, que tous les risques pour la cohésion nationale et l'intolérance aussi, à mes yeux, ils sont du côté de Macron. Après, voilà, et que le programme qui va être protecteur et bon pour la majorité des gens, en tout cas ceux qui souffrent aujourd'hui, qui va être plutôt du côté de Marine Le Pen. Mais bon, après, voilà, donc je compte aussi, peut-être éventuellement, je me dis que peut-être que le débat va éventuellement contribuer un peu à ouvrir les yeux de certains, peut-être de certains mélenchonistes notamment, où il y a un peu de réserve de voix. Mais bon, enfin, c'est très, très, très peu probable. Voilà. Merci. Après, bon, donc, moi je voudrais juste terminer en disant que pour ces élections, effectivement, je pense que en fait, on a un choix très important à faire parce qu'il y a une menace
très grande à mes yeux qui est Macron, et que c'est pour ça qu'il faut voter Marine Le Pen, mais que derrière, moi, dans l'absolu, moi je suis pour l'abstention et l'autogestion parce que je crois pas au système représentatif. Mais là, c'est vraiment... pour moi, Macron, c'est trop grave, en fait. Voilà. Donc il faut aller voter, et pour le coup, je pense que Marine Le Pen est un très très moindre mal par rapport à ce qui se prépare avec Macron, à savoir, donc ça va être libéralisme débridé, guerre, et intérieur et extérieur. Merci, Joris, merci. Et puis voilà. Merci. Excellente soirée. Merci. Au revoir. Alors, Bernard, vous, que pensez-vous? Quelle est votre analyse? La réponse... D'abord, je vous entends pas très bien parce que depuis une minute, il y a de la friture sur la ligne. Ça va mieux maintenant? Vous m'entendez bien? Non, il y a toujours un peu de friture dans votre voix et c'est difficile de comprendre. Je voulais vous... Oui, je crois qu'il y a un problème chez vous, puisque tout à l'heure, si vous étiez coupé, que ce n'était pas de notre part. Alors, la question, c'est ça, Bernard. Que pensez-vous concernant les élections de 7 mai? Quelle est votre estimation et quel est votre souhait? Non, alors écoutez, mon souhait, moi, c'est que ce serait que Marine Le Pen soit présidente plutôt que Macron. Entre les deux, je préfère Marine Le Pen. Voilà. D'accord. Et votre estimation? Maintenant, je voulais vous dire que vous avez dit tout à l'heure que Macron serait incapable d'aller négocier ou alors discuter avec le chef d'Al-Qaïda pour faire cesser le terrorisme. Non, vous n'avez pas bien écouté. Non, vous n'avez pas bien écouté. Déjà, je n'ai pas parlé d'Al-Qaïda, pas de chef. J'ai dit la source, les pays qui financent ces terroristes. Les pays qui financent ces terroristes, voilà, si tu veux que je te cite, je vais te dire Arabie Saoudite, Turquie, ce sont les deux grands pays qui soutiennent Daesh, et Macron... On comprend plus votre position là maintenant, Monsieur Abbassi. Là, tout c'est clair, c'est-à-dire qu'en fait, vous prônez en fait, disons une espèce de complicité avec l'Arabie Saoudite pour acheter la paix en France. D'accord. Là, je comprends mieux vos différentes interventions là, je peux pas vous suivre sur ce terrain-là, parce que là, ce que vous faites, c'est que vous allez pactiser avec le diable. Et ce que ça va faire, ça ne va servir qu'à renforcer... Bernard, est-ce que tu vas m'écouter? Bernard. Ça va. Allô? Bernard. Ah, là, tu dis que tu ne m'entends pas, après tu lances de dire n'importe quoi. Ça, je te dis que c'est une information que je te donne. Ce n'est pas moi que je vais aller faire le pacte avec qui soit. Ah, écoutez, vous êtes militant de Madame Le Pen, vous avez le droit d'y être, vous avez le droit d'aller voter en faveur de Madame Le Pen, mais vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi sur les choses que je viens de dire ici et maintenant. Ce n'est pas moi qui vais aller pacter avec l'Arabie Saoudite. Je suis en train de t'informer, de vous informer. Je vous donne des informations pour assurer le peuple français que vous le faites peur. Voilà, vous êtes tous Le Penistes. Vous faites peur aux gens comme quoi il y aurait une guerre civile si Le Pen n'est pas président. Quelle guerre civile? Et il ne sait même pas faire la guerre, arranger son parti politique, et son père est Marion Marshall Le Pen. Et vous venez ici lancer et dire n'importe quoi. Soyez gentil, s'il vous plaît. Et après, pour justifier ce que tu viens de dire, Bernard, tu dis, je ne vous attends pas, David. Il y a un problème dans ton téléphone, puisqu'il s'est coupé d'autres fois. Et deuxièmement, peut-être tu n'as plus envie d'écouter ce qu'on est en train de te dire. Je te dis, et je vous dis pour toujours, notez bien, je vous informe. La France, avant de penser à n'importe quel pays, doit penser à l'entrée de la France, et à la sécurité de la France, et à la souveraineté de la France. C'est pour ça qu'on est prêt à négocier quelqu'un qui est au pouvoir, qui a le soutien du peuple, qui est 50%. Il a le droit d'aller négocier avec même le diable pour ramener la paix pour le peuple français. C'est ça que vous devez faire entrer dans votre tête. C'est la France qui est importante. C'est la France qui est d'abord. Et c'est la sécurité des Français. Alors, ils ont créé cette Daesh. Pour là-bas, Irak et la Syrie et l'autre, cette création a touché l'Europe et l'Occident. Comme les Américains, quand ils ont fabriqué Al-Qaïda et les autres, c'était touché
New York aussi. Vous comprenez? Alors ici et maintenant, vous faites peur tout le temps, les militants du Front National, en disant que si Macron prend le pouvoir, que Macron devient président, il va faire la guerre. Pourtant, encore une fois, je vous répète, ce n'est pas pour défendre Macron, mais c'est pour vous donner des informations que vous ne voulez pas écouter, que vous êtes sourd de l'écouter. Macron, quand il y a les gens comme Bayrou, comme Valls, comme M. Raffarin, qui sont allés le voir allié avec lui, il a précisé, il n'y a pas de poste. Je ne vous donnerai pas le poste. Même Valls, plusieurs fois, il a essayé de tenter d'aller le voir. Il n'a pas dit comme les autres qui viennent, tu es mon premier ministre. Et il n'a encore rien de tout. Il a même choisi son premier ministre. C'est-à-dire, s'il vous plaît, soyez raisonnable, honnête et rationnel. Je remercie beaucoup Joris de répondre à la question. Une question avec deux réponses. Votre souhait et votre estimation. C'était quoi? Votre souhait et votre estimation. C'est l'individu qui donne l'estimation, c'est l'individu qui peut être raisonnable. Mais l'individu qui même, il hésite de donner l'estimation, il croit que son rêve va... Non, soyez sûr et certain, je vous ai déjà dit ça depuis plusieurs années. Plusieurs invités que j'avais, comme Pierre-Henri, Général Henri Paris, et plusieurs d'autres personnalités sur cette antenne, dans les élections précédentes, parce que l'histoire du Front National, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de face Macron, le Front National. C'est une histoire très ancienne qui existait. Toujours, on avait dit que jamais Front National n'aurait pas prendre le pouvoir en France. Il peut y avoir des députés, des représentants, des municipalités, des villes, etc. Mais jamais il ne va pas avoir le pouvoir, sauf s'il y aura un changement de tête et d'individu. Et je viens de vous dire, au départ de mon émission, vous n'avez pas noté, la jeune fille, Marion Maréchal Le Pen, si c'est elle, pour l'année 2012, qu'elle se présente comme candidate aux élections présidentielles, et vous allez voir que ça va changer. Après, autour d'elle, il va trouver une autre équipe plus raisonnable, voilà. Mais malheureusement, vous venez imposer vos rêves et insulter les autres et dire même des choses qu'on n'a pas dit. Je suis heureusement vivant. Et il y a 30-40 minutes qui n'a pas passé, 5 fois, 10 fois aujourd'hui, même samedi, je vous ai précisé qu'ici, on ne défend pas l'un contre l'autre. On est en train de vous informer. C'est des informations. Et on fait le débat. Jamais je ne vous ai pas dit à qui va voter David Abbassi ou à qui ne va pas voter. Je n'ai pas dit ça. Comme quelqu'un, je vous donne mes avis et vous aussi, vous avez le droit de nous donner vos avis. Et voilà. Et soyez raisonnable quand vous êtes sur l'antenne, parce que dans 5 jours, l'histoire de Le Pen, Front National, ça va terminer. Il y aura un gouvernement en place. Et cet gouvernement, quand votre patron elle-même, elle ne dit pas ce que vous venez de dire, tellement vous insistez qu'il y aura une guerre civile pour faire peur aux gens, vous avez pu constater. Le peuple français, c'est un peuple très intelligent, très sage, très laïque, très patriote, très nationaliste. Voilà, le mot nationaliste, ça ne peut pas être prisonnier chez quelqu'un ou quel parti. Le peuple français est patriote, nationaliste, laïque, rationnel, et ils n'ont pas peur comme vous et les autres. Que vous avez peur de temps en temps de vous exprimer. C'est pour ça que certaines personnes qui montrent la couleur de leur pensée, la couleur de leur parti politique, je les remercie beaucoup. Vous êtes très nombreux de m'appeler hors antenne en disant que je pense que c'est Le Pen qui va gagner, patati patata, mais sans vouloir venir vous exprimer sur l'antenne. De toute façon, mes chers amis, la France existait, va exister, et n'oubliez pas, ne mélangez pas vos rêves avec la réalité des choses. La réalité des choses,
ce que Joris aussi il a dit, c'est 60 et 40%. Alors peut-être jamais il n'y aurait pas de miracle non plus. Jamais Front National ne va pas prendre pouvoir en France, avec la structure actuelle qu'ils ont. Sauf, alors, il y avait Madame Le Pen, c'était une génération, il y a eu des changements, il y a eu des gens autour d'elle qui étaient différents. Avec Marion Marchand-Le Pen aussi, ça serait la même chose si le parti le permet. C'est-à-dire si Madame Le Pen respecte sa parole et elle démissionne après, surtout qu'elle a dit plusieurs fois que ce n'est pas Front National, elle n'est pas candidat de Front National. Alors cette Front National, je vous dis toutes et tous, un conseil. Si vous voulez gagner la présidentielle de 2012, prenez cette jeune fille-là comme votre nouveau président de parti. C'était notre émission de ce soir. Permettez-moi de vous embrasser toutes et tous. Et je vous souhaite bonne élection. Vous êtes libre de voter ce que vous voulez, mais soyons, je dis nous aussi, moi, soyons intelligents, rationnels, et ne partageons pas nos rêves, ni les prophéties de n'importe qui, dans quelle page de Facebook ou dans quelle patati patata, pour parler sur l'histoire d'un pays fort, belle comme la France. Prophétie, mes chers amis, ça ne colle plus. Votre islam politique non plus, ça ne colle plus. Voilà, je vous dis merci à toutes, merci à tous, au revoir, et vous avez toujours la parole sur votre antenne radio ici et maintenant.